Bonjour à tous et merci beaucoup Marianne et Xavier pour cette introduction. Alors moi je suis Mathieu Cheminal, j'anime de temps en temps des débats et des tables rondes sur la transition écologique et sociale, principalement pour des acteurs de l'ESS, des associations, et donc je suis ravi d'avoir pris au pied levé cette animation qui arrive. On va vous plonger dans quelques minutes au cœur des initiatives des acteurs de la transition du territoire marseillais. On va surtout vous projeter dans de nouveaux imaginaires. On va un petit peu rêver ensemble. On a la chance d'avoir 4 super intervenants. Avant de vous projeter dans ces imaginaires, on va faire un petit quiz. Alors pour ça, on a Déborah Pardo qui est avec nous, qui va me rejoindre sur scène. On peut l'applaudir. Déborah qui est exploratrice scientifique. Tu peux prendre un micro, Déborah, je t'en prie. Donc Déborah, elle vous a préparé un petit quiz pour tester vos connaissances un petit peu sur l'écologie. Et alors évidemment, comme on va parler de nouveaux paradigmes ce soir, ce n'est pas une compétition, c'est vraiment un jeu, c'est ludique, c'est vraiment pour s'amuser ensemble. Et bonjour Jeanne, Jeanne qui nous rejoint, qui va être notre prochaine intervenante. Et ben écoute Déborah, je te laisse la parole et je te laisse dérouler ton quiz avant qu'on démarre cette table ronde. Super, merci. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir et de voir qu'il y a autant de projets qui bougent sur Marseille. Je vous invite, si vous voulez bien, à scanner ce QR code encore, parce que j'ai 5 questions à vous poser pour tester vos connaissances sur le monde. Donc c'est une approche très globale. Et moi, en parallèle, en tant que scientifique, j'ai mon petit fichier Excel sur mon téléphone pour rentrer vos résultats et vous donner votre score collectif. Est-ce qu'on peut... Attendez, juste... non. Est-ce que vous pouvez me mettre des petits cœurs quand vous êtes connectés? Comme ça, moi, je sais combien de personnes sont là et si ça marche. Ok, c'est bon. Si jamais vous n'arrivez pas à le faire, le code reste inscrit en haut. Et si jamais vous n'arrivez vraiment pas à le faire, vous prenez pas la tête, vous le faites dans votre tête. Et puis, vous verrez quand même les scores s'afficher au tableau. Impeccable. Merci. Alors, la première question. Quelle proportion des déchets plastiques du monde finit dans les océans? Vous êtes rodés, hein? Donc, moi, je note 8 et 32. Merci. Question suivante. Question suivante. Sur 100 kg de nourriture produite dans le monde, quelle part est exportée dans un autre pays en moyenne? Alors, évidemment, ça dépend de la taille du pays, son climat, ses frontières. C'est une moyenne. Merci pour les petits cœurs. Question suivante. Comment a évolué le nombre de décès humains par catastrophe naturelle ces 100 dernières années? Est-ce qu'il a diminué de moitié, doublé ou à peu près stagné? Merci. On peut passer à la question suivante. La quatrième et avant-dernière, qu'est-il arrivé à la couverture forestière mondiale ces 30 dernières années? Elle a diminué, mais de combien? Et la dernière. Ces 20 dernières années, comment a évolué le volume de poissons sauvages pêchés par an? Est-ce qu'il a plutôt diminué de 30%, augmenté de 30% ou stagné? Je vous laisse des choix quand même assez larges, hein.
Merci pour les cœurs, ça me touche toujours. Ok, merci d'avoir participé. Les questions que je viens de vous poser, elles font partie d'une méga étude d'origine suédoise par la fondation Gapminder, que j'apprécie énormément et que je vous invite à aller visiter. Et donc les Suédois qui ont créé cette fondation, ils luttent contre le fait que parfois on a une vision biaisée du monde. Et que pour se sentir mieux par rapport à l'état du monde, qui parfois nous angoisse, est-ce qu'il y a des gens qui sont angoissés pour le futur dans la pièce? Ok. Eh bien, il faut avoir les faits réels de l'état du monde. Et ça s'appelle la factfulness. C'est comme la mindfulness, le fait d'être dans l'instant présent, mais la factfulness, le fait d'avoir les faits réels sur l'état du monde. Et donc, ces 5 questions que je vous ai posées, elles ont été posées à des centaines de milliers de personnes dans le monde. Donc, je vais pouvoir comparer votre résultat à ces personnes-là, dans le monde. Et comme les Suédois, ils sont un peu bizarres aussi des fois, on va vous comparer aussi à des chimpanzés. Des chimpanzés qui auraient voté de façon aléatoire à ces questions, avec une chance sur 3 de faire juste, c'est-à-dire combien de pourcents? 33. Ok. Je vous ai perdu là, non? On peut revenir au début? Merci. Alors, les réponses, comme ça, on sait. Première question. Tu peux appuyer sur Entrée et la bonne réponse, elle s'affiche. Merci. Première question, la bonne réponse, c'était moins de 6%. Quelqu'un a fait juste, Evelyne? Ouais, bonne. Super. Moins de 6%, et il faut savoir que c'est déjà énorme, en fait. C'est déjà énorme, vu la quantité de déchets plastiques qu'on produit dans le monde. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Deuxième question. La bonne réponse, c'était... Vas-y, appuie sur Entrée. 18 kilos. Qui a fait juste? Bah, personne. Sauf ceux qui ont voté dans leur tête, peut-être. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'un aliment qui est produit, s'il n'est pas transféré ailleurs, c'est moins de gaspillage, moins de CO2, moins de risque d'introduire des espèces invasives et des emplois locaux. Troisième question. Vous êtes 16% à avoir fait juste. Bien que le GIEC prédise une augmentation de la fréquence, de l'intensité et de l'imprévisibilité des événements climatiques extrêmes, qui sont en grande partie à l'origine des catastrophes naturelles, eh bien, la population mondiale, alors qu'elle a été multipliée par 4, sur cette période, a diminué de moitié le nombre de décès. C'est une bonne nouvelle, non? Ok, suivante. C'est parce qu'on a des meilleures infrastructures, des meilleurs mécanismes de prévention et de réponse internationale. Suivante, ça a diminué que de 10%. Attention, ce chiffre est à prendre avec des pincettes parce que c'est mesuré par satellite. Et quand on détruit une forêt primaire pour planter des palmiers à huile, c'est compté comme de la couverture forestière. Attention. Mais quand même, vous êtes plantés. Et moi aussi, hein, quand je l'ai fait. Et la dernière? Eh bien là, c'était rester stable. Parce qu'en fait, depuis 20 ans, on a la technologie qui s'est vraiment développée pour aller pêcher plus loin, et on stagne en fait. Par contre, aujourd'hui, comme on a toujours besoin de protéines avec les pays émergents qui arrivent à des revenus moyens, on a l'aquaculture qui a pris le dessus sur la pêche sauvage. Donc quand on mange un poisson dans le monde, on a plus de chances qu'il provienne de l'aquaculture plutôt que de la pêche sauvage. Donc je crois qu'il n'y a aucune question, vous avez battu les chimpanzés. Et votre score complet? Oups. Donc, suspense. Dans le monde, donc les chimpanzés ont eu 33% de réponses correctes. Ok, ils ne se prennent pas la tête, eux, voilà. Pourtant, ils sont moins cultivés, moins éduqués, moins impactés, moins inquiets. Le monde qui a répondu à ces questions a eu 13% de réponses correctes. Et vous, ce soir, vous avez eu 13. Bravo. Franchement, c'est un bon score. Par contre, j'ai mesuré un autre truc. C'est le pourcentage de réponses que vous avez données qui sont les plus éloignées de la réalité. Et là, c'est 56% de vos réponses. Et donc ça montre en live, moi j'adore faire ce truc, ça montre en live que nous avons une vision surpessimiste de l'état du monde. Et c'est dommage. Parce que, premièrement, on n'a pas l'effet correct sur un certain nombre de choses. Donc, je ne peux pas exiger qu'on ait l'effet correct sur tout, mais ça fait quand même du bien. Deuxièmement, on croit que la montagne, pour faire la transition écologique, elle est peut-être plus grande que nécessaire. Troisièmement, des fois, on ne se sent pas bien par rapport à tout ça, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont mieux. Pas que des choses qui ne vont pas bien. Donc, c'est le message que je veux porter ce soir. Merci. Merci beaucoup, Déborah. Merci pour ton
ton optimisme et tu vas rester avec nous puisque du coup, on va tout de suite passer à notre table ronde. Donc, on va pas accueillir des chimpanzés, on va accueillir nos éco-speakers, tous les 4. Donc, on a déjà Déborah avec nous. Donc, je le rappelle, tu es scientifique à impact, tu es éco-scientifique, tu es notre éco-scientifique en tout cas. Et on accueille avec nous aussi Benjamin de Moliens, qui est éco-aventurier. On accueille Jeanne Hénin, on peut les applaudir, qui est éco-artiste. Et on accueille aussi Emmanuel Delannoy, qui est éco-poète. Et je vais me mettre ici. C'est plus pratique si les deux animateurs sont en bout de table. Alors notre table ronde, elle est intitulée Lost in Transition. Comment on reprend la main. Alors, je vous ai très rapidement présenté, je le disais, Déborah, donc toi, on va commencer par toi. Peut-être que tu peux te présenter en 1 minute. J'avais noté docteur en écologie des populations exploratrices. Qu'est-ce que tu fais, Déborah ? Alors, j'ai grandi à Marseille, j'étais fascinée par les insectes. Et donc, j'ai décidé de tracer dans les études et de faire de mon métier étudier la biodiversité. Donc, je me suis spécialisée sur les albatros, qui sont ces grands oiseaux qui vivent dans les mers australes très loin d'ici. Et je faisais des modèles mathématiques très compliqués pour expliquer pourquoi ils diminuent, alors qu'en fait, on sait pourquoi ils diminuent. Donc, j'ai quitté la recherche après avoir été assez déçue du système. Je pensais que j'avais pas assez d'impact. Et j'ai fondé Earthship Sisters, peut-être que certains d'entre vous connaissent, que j'ai liquidé l'année passée. On pourra en parler si vous voulez. Donc, ça a été une aventure entrepreneuriale de dingue pour aider les femmes à agir pour l'environnement. Et maintenant, donc, que j'ai fermé ça, je suis à mon compte comme conférencière sur des sujets d'optimisme environnemental parce que je pense qu'on en a besoin. Merci beaucoup, Déborah, et bravo. Et encore une fois, ça fait plaisir de voir aussi des gens optimistes dans cette transition et particulièrement en ce moment. On va ensuite passer à Jeanne Hénin. Alors Jeanne, nous on a eu la chance de te recevoir dans l'émission de radio La Forêt des Possibles. Donc toi tu es auteure, chercheuse en transition écologique. Nous t'avons prénommé éco-artiste et tu as un bureau des mots. Tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et tu as aussi sorti un livre dernièrement, Les mots qu'il nous faut. Je te laisse te présenter. Bonsoir. Moi, je fais plusieurs choses, mais je pense que ce qui vous intéresse peut-être ce soir, c'est je mène notamment une performance participative qui s'appelle le Bureau des mots, qui a été créé par des artistes américaines en 2014 et que je reprends en France avec une amie. Et l'objet, c'est de poser un bureau dans l'espace public, vraiment une table avec une machine à écrire et du papier, et de demander aux gens de nous raconter qu'est-ce qu'ils vivent de la crise écologique et sociale, et de leur proposer, avec leurs expériences, donc avec ce qu'ils veulent en raconter, de créer les mots qui n'existent pas encore aujourd'hui, qui racontent ce que nous vivons de cette période. Le postulat étant de se dire que les mots qu'on utilise aujourd'hui viennent peut-être d'une autre période ou alors ont été créés par des personnes qui ne sont pas forcément celles qui vivent les choses les plus terrain de la crise écologique et sociale. Et donc c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Merci Jeanne. On a ensuite Emmanuel Delannoy. Bonjour Emmanuel. Toi, tu es expert des relations entre le vivant et l'économie, la permaéconomie. Tu es co-auteur de la fresque de l'économie régénératrice. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Tu as presque tout dit. Tout est dans le titre déjà. Non, cette idée, c'est un petit peu comme en permaculture finalement, et on aura le temps de développer après. De dire que par la pratique économique, on doit pouvoir régénérer le vivant, régénérer les écosystèmes, aggrader, comme on dit en permaculture, c'est l'inverse de dégrader, donc redonner sa chance au vivant. Merci Emmanuel. Et enfin, on a la chance d'avoir avec nous Benjamin de Moliens. Bonjour Benjamin. Toi, tu es conférencier éco-aventurier. On te connaît sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, je disais à une personne qui me disait non, je crois que je ne le connais pas. Et j'ai dit Ben Expédition Zéro. Elle m'a dit oui, je sais qui c'est. Et tu te sers donc de tes aventures bas carbone pour sensibiliser aux enjeux climatiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus ces aventures? Bonsoir à toutes et à tous, c'est déjà très bien pitché. Non mais c'est ça, en fait,
Moi, j'ai eu mon premier déclic écologique il y a à peu près 8 ans. Moi, je travaillais dans la Silicon Valley avant. Et mon rêve, c'était de devenir le futur Zuckerberg, quoi. Donc, j'étais pas du tout modeste et pas du tout dans la sobriété. Et j'ai eu quelques déclics. Et après, donc, je suis rentré en France. J'ai d'abord cofondé Plastic Odyssey. Je sais pas si ça vous parle. Voilà, un tour du monde pour lutter contre la pollution plastique sur un navire. Un tour du monde en cours, d'ailleurs. Et après le confinement, comme pas mal de monde, j'ai eu un autre déclic écologique, notamment sur le climat. Et donc j'ai quitté Plastic Odyssey et j'ai lancé un projet qui s'appelle Expédition Zéro. Et là, l'idée, c'est quoi ? C'est de mettre ma passion au service de mes convictions, de contribuer à changer l'imaginaire et ce qui est cool dans le voyage. Donc moi, je raconte une autre façon de voyager, tout aussi kiffante, mais juste moins polluante, en respectant un nouveau code civil du voyage, où je me limite sur mes déchets, mon empreinte carbone, mon matériel, etc. Et dans ce nouveau cadre, j'essaye de m'épanouir et montrer qu'on a tout à y gagner à voyager différemment, plus en respectant l'environnement, mais en kiffant tout autant. Et voilà, j'essaye d'embarquer les gens dans cet imaginaire à travers des récits sur les réseaux sociaux, maintenant du documentaire et sûrement des bouquins demain. Voilà. Merci beaucoup Benjamin. On a beaucoup de chance de vous avoir tous les quatre parce que vous avez fait de l'écologie votre boussole et en cette période politique troublée où l'écologie est quand même mise à mal, nous on a tenu à vous réunir pour parler de ces nouveaux imaginaires, de ces futurs souhaitables, de ce qu'on peut faire ensemble, de trouver des solutions. Alors, pour ouvrir le premier chapitre intitulé Lost in Transition, je vais être un petit peu moins optimiste que toi, Déborah. Je vais d'ailleurs reprendre des choses dont on a échangé tout à l'heure. Donc les paradigmes qui constituent nos sociétés, ils sont sur le point de s'effondrer car les limites planétaires sont dépassées. On en a dépassé 6 sur 9. Le climat devient imprévisible, l'accès à l'eau il se raréfie, la biodiversité également. On entre dans une 6e extinction de masse. L'éco-anxiété est présente, on angoisse pour les générations futures, parfois on a des comportements qui sont contre-productifs et qui accentuent l'usage de ressources naturelles et donc pour préciser quelques chiffres, 69% des vertébrés ont disparu depuis 1970, 11 000 Marseillais vivent sous le seuil de pauvreté, 100% des Marseillais respirent un air pollué. Donc évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, mince, qu'est-ce qu'on fait mais face à ces faits documentés, qui sont documentés par le GIEC, évidemment, pour ma part, je pense qu'il n'est plus l'heure de les dénoncer, mais c'est quand même important de les visibiliser, ces chiffres, pour souligner et surmonter ce problème. Alors, je voulais vous poser une première question à chacun, c'est comment on fait pour surmonter ce sentiment de lassitude, parce qu'on nous rabâche sans arrêt dans les médias, pas forcément d'ailleurs les bonnes choses, pas forcément les chiffres que je viens de vous citer qui pourraient permettre une prise de conscience, et comment on fait donc pour surmonter ces émotions comme la colère, la tristesse, la culpabilité pour passer à l'action, et finalement est-ce que c'est pas important de passer par ces émotions fortes pour passer à l'action? Et je vais donner la parole à Déborah, on va suivre l'ordre de présentation. Merci. Alors, déjà par rapport au test que je vous ai fait passer, moi c'est mon outil principal pour ne pas dire tout va bien, c'est bon, pas du tout, et je m'arrête jamais là en général. Je vais toujours plus loin en disant maintenant les faits, c'est la 6e extinction de masse. Pour les albatros, alors qu'ils sont à l'autre bout de la planète, c'est 5 causes d'extinction que sont la pollution, le changement climatique, et pas que le changement climatique, la dégradation des habitats, l'introduction d'espèces invasives et la surexploitation des espèces. C'est les 5 causes recensées par l'IPBES. Donc, voilà. Mais je ne veux pas rentrer dans la sensibilisation parce que je pense que depuis un petit moment maintenant, depuis le Covid, on est au-delà de la sensibilisation. Pour moi, on est dans le passage à l'action et on cherche comment passer à l'action. Donc pour moi, c'est les émotions fortes qui étaient nécessaires pour ouvrir les yeux. Ces émotions de peur, de chiffres, d'images, elles étaient nécessaires. Maintenant, il y en a marre. Mon avis. Donc moi, le travail que je fais aujourd'hui, et je m'acharne un petit peu à chercher des voies qui donnent envie d'agir, notamment aux dirigeants d'entreprise en France, ou aux gens qui ont du pouvoir, on y reviendra, c'est de travailler sur ce qui donne envie. Ce qui donne envie sans culpabiliser. Parce que le chemin, il est long, il va prendre du temps, et on peut commencer
en réfléchissant à l'empreinte environnementale globale, et pas que CO2, à quel est le meilleur chemin pour toi, pour ton entreprise, pour que les équipes elles soient impliquées, pour que ça ne revienne pas trop cher au début, pour que ça marche avec les clients, etc., etc. Donc c'est une priorisation d'action. Mais ce qui est cool maintenant, c'est que les gens, enfin en tout cas les dirigeants d'entreprise, sentent qu'ils n'ont plus le choix que d'agir. Parce que si tu n'es plus à la page, et c'est pour ça qu'il y a autant de greenwashing, bah, t'es has-been, tu rates un truc. Donc ça devient la chose à faire, je trouve. Et ça me fait kiffer. Et c'est pas parce que je suis optimiste que je suis contente tous les jours. Merci Déborah. Toi, Jeanne, avec le bureau des mots, j'imagine que ces émotions, en tout cas, tu les captes à la source. Donc, est-ce que pour toi, c'est un passage obligé et quelles sont les solutions ? Alors moi, déjà, j'ai commencé ce travail autour du langage à un moment où je n'arrivais plus à lire de rapports ou à voir de conférences ou à entendre ces faits. J'avais comme une overdose. Et il se situait à un endroit qui, moi, ne me permettait pas d'avoir une réponse adaptée à qu'est-ce que ça me fait vraiment, qu'est-ce que je ressens, d'où est-ce que je peux agir. Donc pour moi, du coup, j'ai commencé à poser ce bureau pour voir qu'est-ce qui se passe dans les histoires, en fait, qu'est-ce qui se passe dans les vies des gens, au-delà des pourcentages de déforestation, au-delà des pertes d'espèces, etc. Donc pour moi, il y a un sujet de prendre en compte ces émotions-là, absolument. Et en fait, agir depuis un endroit de connaissance des faits, mon expérience, ma petite expérience, me montre qu'on ne fait pas les mêmes choses quand on agit d'un endroit de faits que quand on agit d'un endroit de « j'ai compris, puis j'ai ressenti ça, et j'ai ressenti ça, ça m'a fait aller à tel endroit ». Et moi, je mettrais encore après. Et j'ai pensé à d'autres personnes, donc je rajouterais l'empathie aux émotions de colère, tristesse, vide, peur, voilà. Donc, fait, émotion, et puis après, empathie. Ah oui, et d'autres, peut-être, vivent des choses que je ne vois pas. Donc, pour moi, c'est un passage intéressant que de se plonger dans ces émotions-là. Et il y a quelque chose de la mécanique simple aussi, de la libération. C'est-à-dire que si on les vit et qu'on les traverse un bon coup, une émotion, c'est passager. Ça met en mouvement. Donc, en fait, pour moi, c'est une façon d'arriver à quel est le bon endroit pour moi d'action, de mise en mouvement. Et pour revenir sur la visibilité que tu citais tout à l'heure, tu disais, bon, ces chiffres, c'est important de les rendre visibles. Moi, ce que j'ai souhaité faire avec ce bureau, c'est aussi rendre visibles les réalités vécues. Parce que quand on entend un pourcentage de déforestation, voilà, on ne voit pas forcément les réalités des histoires derrière. Ça veut dire quoi pour quelqu'un qui habite à tel endroit? Ça veut dire quoi pour quelqu'un qui vit une catastrophe naturelle? Ça veut dire quoi pour... ou même des choses toutes simples. Ça veut dire quoi quand quelqu'un ne veut pas abandonner ses privilèges? Comment on pourrait appeler ça? C'est une réalité qu'on vit chacun parfois, de se dire, bon, bah là, moi, j'ai de la chance quand même, je pourrais faire ça, mais je n'ai pas envie de le faire parce que je sais que ça va avoir des impacts sur des choses qui me dépassent et qui vont avoir des impacts plus forts sur des personnes qui sont moins protégées que moi dans le monde sur ces sujets-là. Du coup, visibiliser les histoires vécues par les personnes, ça me paraissait clé, et surtout en ayant à l'esprit que rendre visible des histoires vécues, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contredire, dans le sens où on ne peut pas chipoter sur le chiffre, on ne peut pas dire 32% ou 33%. Moi, c'est plutôt 33% d'après mes chiffres. On peut dire, ben voilà, telle personne, Mounia, a vécu cette histoire. Elle se la raconte, elle s'appelle comme ça, voilà le mot qu'elle a créé. Merci Jeanne. Donc effectivement, important de se connecter à ces émotions pour s'en libérer et de partir du réel et du terrain. Et tu vas nous faire un petit jeu tout à l'heure entre les deux chapitres sur les mots auxquels on va vous inviter à participer. Alors Emmanuel, même question pour toi. Du coup, ces émotions, ces sentiments, ce sentiment de lassitude, toi, comment tu arrives à le dépasser ? Je vais vous faire un aveu, j'y arrive pas toujours. Mais j'y arrive quand même de temps en temps, quand même, heureusement. Premier constat, j'ai l'impression, parce que je pense que je suis un peu le plus âgé, même largement le plus âgé de cette table ronde-là, d'être un peu comme Bill Murray dans Un jour sans fin, de me réveiller tous les matins et de recommencer et de réexpliquer les mêmes choses et de le reformuler autrement, etc. Et le truc un petit peu optimiste là-dedans, c'est que si vous avez vu le film, vous voyez qu'à un moment donné, ils décident d'apprendre à jouer du piano.
Et comme il revit toujours la même journée, à la fin, il joue du piano, mais comme un dieu. Donc en fait, il a l'impression d'avoir tourné en rond, mais il a quand même progressé. Et je ne joue pas du piano comme un dieu, mais je pense que avoir eu le temps de se planter, de constater qu'il y a des choses qui ne marchent pas, d'aller explorer d'autres chemins, bah finalement, avec le recul, et quand on prend le temps de regarder, on se dit, ben non, c'est pas tout à fait exactement la même journée. Et puis effectivement, depuis 25 ans, il s'est quand même passé pas mal de choses. Il se passe des choses dans les deux sens, mais il y a énormément de choses qui ont bougé aussi. Et, il y a 25 ans, à Marseille, pour parler de ces sujets-là, on n'était quand même pas bien nombreux, et on est beaucoup, beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Merci Emmanuel. Et Benjamin, enfin, ton sentiment? Sur le sentiment de lassitude, ça. Ouais, par rapport au sentiment de lassitude, par rapport à ces émotions, comment on fait selon toi pour surmonter ce sentiment de lassitude, cette colère, cet effroi, ce désespoir et ce pessimisme ambiant? Bah, moi, un peu comme Emmanuel, moi, je l'accepte déjà un peu ce sentiment de lassitude parce que je l'ai au bout de 4 ans à militer, à alerter. Bah ouais, il y a des moments où c'est difficile et on en a marre, donc j'accepte que ça m'arrive d'en avoir marre, ça m'arrive de craquer complètement même sur mes engagements, et c'est pas très grave parce que de manière globale, je pense que voilà, je suis déjà pas mal dans l'action, et donc je suis tolérant avec ces moments de relâchement où j'en ai marre. Ça, c'est la première chose, faut être modéré, on va dire, dans son engagement si on veut tenir dans le temps. Je pense que l'extrême, au bout d'un moment, ça nous grille, et c'est bien d'être dans la modération, la sobriété, et d'accepter de ne pas être parfait. La société, elle est loin d'être parfaite, donc de temps en temps, on a aussi envie d'être loin d'être parfait à notre échelle. Et voilà, et je pense qu'il faut toujours regarder l'histoire. C'est depuis le rapport Meadows, c'est-à-dire depuis, je sais plus, c'était dans les années 70. Bah oui, ça a énormément progressé. Moi, je pense qu'on est dans le sens de l'histoire. Même si aujourd'hui, on est en train de voir l'impression que ça recule avec la conjoncture actuelle, avec voilà, ces élections, avec tout ce qui se passe un peu dans le monde. Bah, moi, je crois qu'il faut prendre du recul et réaliser que globalement, on progresse. Là, on recule pendant une période. J'espère que ça ne va pas être trop longtemps. Mais dans le sens de l'histoire, on avance vachement par rapport à il y a 50 ans, il y a 100 ans sur tous ces sujets-là. Donc faut faire le dos rond, un peu comme en pleine tempête, faire le dos rond, attendre que ça passe, et puis bah, surtout le truc qui est le mieux, c'est d'agir face à ces émotions-là qui sont terribles. La meilleure chose, c'est d'agir. On dit qu'agir rend heureux. Effectivement, moi, ma meilleure manière de m'en sortir quand je suis angoissé, quand j'ai de l'éco-anxiété, c'est de passer à l'action. Ça marche super bien. Et surtout, moi, j'ai mis en fait, donc cette cause, elle est lourde à porter. Elle est pas simple, elle est hyper décriée. On a l'impression de se battre pour quelque chose qui est super juste, et on nous dit tout le temps qu'on est des relous, et on comprend pas. On dit mais attends, et moi je me bats pas pour mon ego, pour moi, je me bats pour la société. Et on dit mais non, mais t'es trop chiant avec tes trucs, arrête de nous barber. Donc là tu comprends pas. Et bah, en fait voilà, face à ça, moi voilà, je me laisse un peu d'air, j'accepte de me planter aussi de temps en temps, et ça passe mieux comme ça. Voilà. Oui, tu peux rajouter un petit truc, Déborah. Je voulais rebondir sur la fondation Gapminder dont je vous parlais, et par rapport à ce que tu disais, Jeanne, aussi. Il y a un outil qui s'appelle Dollar Street sur cette fondation, sur le site, qui montre des photos des façons de vivre des gens dans le monde en fonction de leurs revenus. Et ça casse plein d'idées préconçues qu'on peut avoir sur la vie des gens partout. Donc je vous invite à vraiment y jeter un œil. Ensuite, par rapport aux émotions, on a beaucoup parlé d'émotions dites négatives, même si aucune émotion n'est négative, elles sont toutes utiles. Vice-versa. Moi, je prône l'émerveillement. Il y a tellement de belles choses aussi à vivre, à ressentir en regardant dehors. Et voilà, il n'y a pas que la colère et la tristesse et la peur et l'angoisse. Il y a la joie, il y a le partage, l'émerveillement, et vous en avez d'autres sûrement. Non mais pardon, j'ai pas fini ma phrase parce qu'en fait je suis un peu fatigué. Il m'arrive un peu des galères perso à côté, mais on s'en fout. Donc je suis un peu fatigué. Mais ce que je voulais dire, c'est pour tenir. En fait, moi j'ai mis ma passion au service de mes convictions. C'est-à-dire que juste me battre pour que le climat, voilà, ça aille mieux, les déchets, il y en ait moins, etc. Au bout d'un moment, ça m'épuise et ça me motive pas assez parce que c'est lourd à porter.
Mais moi, j'ai mis ce que j'aime le plus au monde, à savoir l'aventure sportive, le voyage, au service de mes convictions. Et en fait, je me raccroche à ça quand ça va moins bien. Je me raccroche à ce qui me fait rêver, ce qui me fait vibrer, peu importe la cause derrière. C'est un peu égoïste, c'est un peu individualiste. Mais en vrai, l'aventure me fait tellement kiffer et elle me permet de tenir, tout simplement. Donc moi, je pense que mettre ses passions au service de ses convictions, c'est une super manière de tenir dans le temps. Voilà, on peut mettre sa passion pour l'aventure, mais ça peut être pour la cuisine, pour l'art oratoire, pour l'écriture, pour la photographie, j'en sais rien. Mais une fois qu'on a quelque chose d'autre que la cause qui nous fait tenir dans notre action, on tient beaucoup plus et on rayonne plus. Et voilà, ça donne envie, je pense. Jeanne. Oui, je voulais rebondir parce que pour moi, c'est agir depuis un endroit où j'ai de la joie, en fait. Et pour moi, le chemin des émotions que je décrivais tout à l'heure, il permet aussi d'arriver à se dire, au début, souvent, les personnes disent « Ah ouais, moi, je voulais devenir activiste » ou « Moi, je vais devenir consultant en ceci » ou alors « Je vais dénoncer les choses ». On comprend peut-être les choses les plus connues, les domaines d'action les plus connus. Puis quand on continue ce travail, on commence à chercher, en fait, c'est quoi, moi, que j'aime faire, c'est ce que tu disais. Et là, on trouve un espèce d'espace où on peut agir depuis un endroit de joie. Et l'action qui en découle, pour moi, elle est radicalement différente que si j'avais pris le sujet où je me disais, ça, c'est le sujet le plus important, il faut que j'aille là-dedans, c'est ça qui va être efficace, c'est là où je vais avoir de l'impact. Et ce chemin-là, il sera mental et il ne sera pas forcément mon endroit de joie. Donc je trouve ça intéressant. Trouver sa juste place. Voilà, et moi j'aurais mis un petit ingrédient en plus dans la marmite qui est le repos, la pause. Slow. Ouais, voilà, aujourd'hui, tant pis pour aujourd'hui, je vais rien faire aujourd'hui. Et puis on verra dans 2 jours si je suis plus en forme. Il n'y a pas culpabilité qui se pointe derrière? Je sais pas, je ne la connais pas. Alors, merci à tous les 4. C'est vrai qu'en ce moment, sur ces sujets, en tout cas, l'opinion est très polarisée. Hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Il suffit, je sais pas, moi je regardais tout à l'heure un débat au MEDEF avec 5 patrons et non pas patronnes, blancs. Il suffit de faire la remarque pour passer tout de suite pour un gros woke. Donc comment on fait pour travailler ensemble lorsqu'on n'est pas d'accord sur ces sujets? Comment on fait pour réunir, pour fédérer autour de ces sujets de l'écologie et du social? Emmanuel. Pas d'accord, c'est normal qu'on ne soit pas d'accord sur tout. Donc je pense que l'essentiel, c'est d'abord de poser les désaccords. Et on voit qu'il y a des désaccords à partir desquels on peut construire des choses. C'est un peu comme dans un schéma chaotique. Il y a des îlots où des choses s'agrègent et il y a quelque chose qui va émerger à partir du chaos. Et je pense que si on prend le temps de cartographier les désaccords, on va se rendre compte que finalement, on a cartographié, là on n'est pas d'accord, là on n'est pas d'accord. Puis de temps en temps, il va y avoir des îlots sur lesquels on peut être d'accord. Ça marche dans 90% des cas. Il y a des choses, moi, sur lesquelles je ne transige pas, par contre. Il y a des choses sur des valeurs éthiques sur lesquelles je vais être très ferme. Sur le chemin, on va pouvoir discuter. Mais si je suis face à quelqu'un qui est fondamentalement, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, très sexiste, suprématiste blanc, homophobe, raciste, etc., là, je suis désolé, il n'y a pas de terrain commun de négociation. Si on est désaccord sur des questions de croissance économique, décroissance, sur des questions de performance, de compétitivité, mais qu'en même temps, on est tous conscients qu'il faut qu'on respire, qu'on mange, et comment on fait pour rester dans un environnement habitable, on finira peut-être par trouver un chemin. Mais je pense que voilà, c'est déjà ça. Cartographier. Et oui, je termine par un terme que Déborah connaît bien. Au désaccord, je préfère la controverse. La controverse est une démarche qui est constructive. La science se construit par de la controverse. Il y a des avis divergents. On n'est pas là pour gagner, on n'est pas là pour perdre, on est là pour apprendre ensemble les uns des autres. Et ça, c'est fondamental. Ça suppose que tout le monde adopte un minimum de posture d'humilité quand même. Moi, je pensais à 2 choses. La première, c'est que ce que tu sous-entends, c'est quand même les désaccords, donc, ou les divergences de position sur ces sujets-là. Moi, j'aime bien l'idée aussi que chacun, une part du travail à faire, c'est pas seulement d'arriver à réduire les émissions ou avoir des actions concrètes pour un impact environnemental. C'est une part de ce qu'on a à faire, c'est aussi de prendre conscience de ce que vivent d'autres que nous. Donc d'aller chercher qu'est-ce que vit quelqu'un qui n'est pas comme moi sur ce sujet-là.
Donc forcément, ça va être des gens avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais se rendre compte, voilà, pour telle personne, comment c'est ce sujet-là. Pour le chef d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ce sujet-là. Pour la personne qui a du mal à boucler ses fins de mois, qu'est-ce que ça veut dire ce sujet-là. Le retour de l'empathie. Est-ce que c'est empathie ou compassion ou voilà, mais c'est prendre connaissance de ce que vit l'autre humblement, et c'est une partie de ce qu'on essaie de faire avec ce bureau des mots, où on essaie de faire remonter beaucoup d'histoires de personnes différentes, et chaque histoire est condensée dans un mot avec une définition, et on voit un sujet qui est propre à la personne et à un nœud qu'elle a, une difficulté qu'elle a, elle, par rapport au sujet de la crise écologique et sociale. Et donc je me dis, faire sa part, c'est aussi ça, aller regarder ce que vivent d'autres personnes. Et c'est un préalable indispensable à la conversation, à la controverse, que moi, il me plaît de nourrir avec ces histoires-là. Et l'autre sujet, c'était comment on travaille ensemble. Alors là, je passe le micro à mon voisin. Sur le travail ensemble. Ok. Non, mais moi, sur le désaccord, déjà, ou sur la controverse, faut réussir à créer, quand on a des parties prenantes qui ne sont pas d'accord, alors pas trop radicalement, il faut que ce soit pas trop radical les désaccords, ça je suis complètement aligné. En fait, il faut trouver comment on trouve une cause qui nous transcende nos désaccords, quoi. Et on le voit bien aujourd'hui sur les jeux politiques à l'heure actuelle, on est en train de faire, il y a des unions qui se forment avec des gens qui ont des désaccords, mais il y a une cause qui les transcende au-delà de leurs désaccords, et donc ils se serrent les coudes. Très bien illustré. Voilà, moi je sais pas à qui vous pensez, mais voilà, moi je sais à qui je pense. Et ils mettent de côté leurs désaccords parce que cette cause, elle dépasse tout ça. Et donc il faut réussir à cette cause-là environnementale, il faut vraiment que tout le monde continue à éduquer, à sensibiliser, et qu'on comprenne à quel point elle doit transcender nos désaccords, à quel point il y a une urgence et une importance pour qu'on finisse par tous ces désaccords, ils deviennent secondaires et on va finir par tous aller un peu dans la même direction. Alors c'est loin d'être simple, hein, mais je vois un peu ça comme ça, d'arriver à redonner un peu ses lettres pas de noblesse, mais son importance à une cause qui va nous fédérer au-delà de nos désaccords. Et après, c'était quoi je devais faire, moi? C'est déjà pas mal, Benjamin. Je laisse ce truc à Déborah. Moi, j'ai longtemps été allergique au conflit. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un désaccord, je disparaissais de la pièce. C'était plus simple comme ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est peut-être la maturité, l'âge. Je me rends compte que c'est là où il y a les désaccords qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent fructifier. Et donc aujourd'hui, je vais dans ces zones de désaccord volontairement pour comprendre, pour poser des questions, pour creuser, parce qu'en réalité, et je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, Emmanuel, parce que je pense qu'on a beaucoup plus de sujets sur lesquels on est d'accord avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord que de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Vous m'avez compris? Et toujours donc, optimiste. Je participe à une formation en ce moment à l'Institut des Futurs Souhaitables où on a fait volontairement une controverse sur le nucléaire. Alors le sujet est typique. On avait quelqu'un qui nous disait pourquoi il était pour le nucléaire et quelqu'un qui nous disait pourquoi il était contre le nucléaire. Et avec toute une facilitation qui a duré 2h30, avec des personnes neutres qui ont facilité les échanges, et on en est arrivé à la conclusion que on savait pas en fait. Enfin, il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre et des gens qui ne savaient pas. Mais qu'en réalité, les sujets de désaccord, il n'y en avait que 3. C'était le nombre de centrales, leur localisation et est-ce qu'il en fallait des nouvelles ou pas, en gros. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que la conclusion de l'exercice que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'était, premièrement, on a le droit de ne pas savoir. Deuxièmement, on a le droit de changer d'avis. Ça, c'est pas très bien vu quand même, hein, mais on a le droit. Et merde, troisièmement, il revient pas. Et troisièmement, on a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord et on a le droit à l'échec. Et on a le droit. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci. Tu voulais Oui, moi quelque chose? je pense juste à quelque chose, c'est la façon dont on mène ces espaces de conversation en fait, qui précèdent la coopération ou la collaboration pour agir ensemble. Comment est-ce qu'on se comporte dans cet espace de conversation et quelles habitudes on a de discours, d'écoute, de manière de mener cette controverse. Moi, j'ai l'impression...
Oui, gestion des émotions peut-être. Et puis pour moi, il y a aussi une habitude où si on se comporte de la façon dont on entend certains des discours, on pourrait avoir envie d'être celui qui gagne à la fin de la conversation. Donc en fait d'imposer son point de vue et de se dire ah bah là je l'ai bien eu, là tchac je lui ai sorti tel argument, c'est moi qui ressors comme winner de la discussion. Et en fait, est-ce qu'on peut casser ces postures-là aussi et valoriser d'autres postures qui vont être beaucoup moins glorieuses peut-être, mais qui vont permettre une coopération, une collaboration. S'il y a quelqu'un avec lequel je ne suis pas d'accord, mais que je l'écoute et qu'il essaie de m'écouter, on a beaucoup plus de chances d'arriver peut-être à agir ou à mener quelque chose en direction d'un commun que si je dis non mais en fait de toute façon c'est moi qui ai raison, je le sais. Donc pour moi il y a aussi un travail sur nos postures pour la coopération. Et j'ai l'impression que c'est très peu valorisé des postures de coopération. Ben justement, ça va faire la transition avec les nouveaux... Tu voulais rajouter un truc? Juste pour rebondir là-dessus aussi, quand même 2 expériences professionnelles, personnelles, dont une, j'ai été négociateur au Grenelle Environnement. Puis après, j'ai mené une mission pendant la préfiguration de l'Agence française pour la biodiversité. Et notamment, en tant que représentant d'une ONG, j'ai négocié avec les représentants de la FNSEA. Eh ben, on se rend compte en creusant que, en fait, on est d'accord sur 80% des sujets. Donc, je suis d'accord avec toi, contrairement à ce que tu penses, Déborah. Mais qu'effectivement, les 20% de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, c'est ceux-là qui font qu'on ne se parle pas, parce qu'ils sont montés en épingle, érigés en paravent. C'est des murs qui nous paraissent infranchissables, alors qu'en fait, il y a plein de trous dans ces murs-là et on peut se faufiler par les murs. Et la deuxième expérience, c'est justement quelque chose qu'on a mené toujours avec les mêmes acteurs. D'ailleurs, on a réuni, là c'était dans le rôle de facilitateur, on a réuni des gens des syndicats agricoles, FNSEA, etc., des gens qui étaient pro-loup, des gens des ONG et des scientifiques et des vétérinaires et des agriculteurs et des maires, des élus, etc., dans un colloque où il fallait prendre position sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait par rapport au retour des grands prédateurs, en l'occurrence le loup, c'était vraiment le loup, on ne voulait pas le nommer, mais c'était le loup la question. Et bien on a fait tout un tas de processus pour dire, ok, on vous a choisi, vous êtes là maintenant, on va discuter, on va co-construire quelque chose et non pas négocier. Et on a fait tout un tunnel où chacun devait se débarrasser, se déshabiller de ses cartes de visite, de ses postures, de sa représentation, de l'organisation qu'il y avait derrière, etc. Et ça passe par de l'espèce de visualisation spatio-temporelle, on se projette dans un autre univers, un autre temps. Ça passe par des petits jeux de rôle où on inverse les positions de chacun, etc. Et toujours avec cet objectif de dire, attention, demain, 16h, on pond un livrable commun, et il faut que ce livrable fasse progresser tout le monde. Et bien avec tout ça, on a réussi à faire des choses assez inattendues. Bonjour, je voudrais juste vous dire que vous pouvez poser des questions sur Slido. Et puis entre les chapitres que va présenter Mathieu, peut-être qu'on pourrait prendre 1 ou 2 questions parmi vous. Moi, c'était pas prévu, mais je vais porter un petit témoignage. Quand j'ai créé Ecosphère il y a 12 ans, j'ai dû chialer 2 fois. Dans des expériences où j'ai dû jeter des produits encore consommables dans une grande surface. Et les accompagner à l'unité où on les brûlait en fait à quelques mètres de l'entrepôt. Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, c'est tellement absurde qu'il n'y a pas des responsables en fait. C'est toute la société qui fonctionne comme ça depuis 30 ans ou 40 ans, qui a intégré profondément le fait de gaspiller tous les jours des produits alimentaires. Et donc j'ai décidé à partir de ce moment-là que je ne serais pas en colère, que je n'aurais plus d'émotion, que mon rôle, c'était d'être au plus profond de moi-même empathique par rapport aux acteurs professionnels auxquels je m'adressais pour les accompagner dans des démarches nouvelles de réduction du gaspillage et des déchets. Je me souviens très bien qu'un des rendez-vous les plus emblématiques que j'ai eu, c'était un directeur d'un hypermarché. Il m'accueille déjà, ça fait partie de la technique de cet hypermarché, en me tapant dessus, grosso modo, je sais pas pourquoi je vous ai proposé ce rendez-vous, ça sert à rien, ici on gaspille rien. Évidemment, je savais que c'était pas vrai. Et donc, dans la réunion, je lui ai montré comment on pouvait fonctionner autrement, et à la fin de la réunion, la même personne m'a dit, mais en fait, dans votre logique, je gaspille tout, quand est-ce qu'on commence à travailler ensemble ? Et dans tous les secteurs d'activité dans lesquels on a on gère des programmes de réduction du gaspillage et des déchets, en fait, et tous mes collaborateurs, c'est pareil. Il n'y a pas de condamnation, pas de culpabilisation. On est sur des démarches de progrès
Et c'est pas une attitude commerciale, c'est vraiment une empathie profonde qui correspond à notre compréhension dont la société peut se transformer. On éveille, on réveille, on accélère ces démarches, on autonomise. Et on rencontre des situations, mais vous ne pouvez pas imaginer, d'une absurdité absolument incroyable. Des communes pauvres de taille moyenne qui font partir 1 500 000 € à la poubelle dans les cantines, de l'activité des cantines scolaires par an. Des communes pauvres. Et ça fait 20 ans qu'il y a 1 500 000 € qui part à la poubelle tous les ans. Et en fait, quand on constate ça, on se dit, mais en fait, c'est comme ça, c'est établi comme ça. Donc la seule chose qui compte, c'est de les éveiller, de les réveiller, de leur montrer qu'on peut fonctionner autrement et surtout d'éteindre toute, en tout cas c'est ma posture, toute notion de scandale, de culpabilisation, parce que ça ne sert à rien et de notre point de vue, c'est pas comme ça qu'on arrive à accélérer la transition écologique. Merci en tout cas pour ce point de vue d'entrepreneur. On va accélérer tout petit peu parce que sinon on va largement dépasser le temps qui nous est attribué. Je vais juste vous demander quelques exemples rapidement à la volée de nouveaux paradigmes. On va remonter un peu la courbe du U. Là, on a parlé de polarisation, d'émotions difficiles et on va se diriger lentement vers les nouveaux récits. Donc, c'est quoi l'alternative? Est-ce que vous avez eu des exemples d'alternatives de nouveaux récits, de nouveaux paradigmes en opposition à la norme, au récit dominant que vous pouvez nous donner? Tout le monde n'est pas forcément familier avec ces récits. En fait, il y en a plein et depuis longtemps, mais c'est un petit peu comme les 80% sur lesquels on est d'accord, c'est-à-dire qu'il y a parfois des choses qui nous empêchent de voir tous ces nouveaux paradigmes et c'est des myriades, c'est des mosaïques de solutions. Je ne crois pas qu'il y ait un nouveau paradigme. Il y a des choses extrêmement contextualisées. Et bon, on n'est pas loin ici, là, d'Aubagne par exemple, qui est la commune qui a vu naître les AMAP, il y a une trentaine d'années déjà. La relation directe entre un producteur et un consommateur. La permaculture marche très bien, a fait ses preuves depuis longtemps aussi. Des exemples culturels, en coproduction culturelle. Des exemples par le sport à Marseille aussi, l'inclusion sociale par le sport. On a personne de ce domaine-là sur la table ronde, si, un petit peu plus que moi quand même. Des lieux de mixité sociale, il y en a encore plein. Des lieux où on peut se rencontrer, se parler et rencontrer des gens différents de nous, il y en a encore plein. Et on est quand même plutôt sur un territoire où ça fonctionne bien. Encore, ça aussi, il faut le dire. Merci Emmanuel. Déborah. Je vais placer un truc que je voulais dire à la question précédente, mais ça correspond un petit peu. Je t'en prie. Moi, en ce moment, par rapport à mon chemin professionnel, je suis en train de me refocaliser sur mes premières amours, que sont les albatros. Et je trouve que la nature, elle a toutes les solutions, en fait. Et peut-être que un des changements de paradigme qu'on peut mener, c'est remettre la nature au centre, remettre la nature comme socle du social, qui est le socle de l'économique, et pas comme 3 trucs parallèles, comme dans la définition du développement durable. Et dans une colonie d'albatros, chaque individu est sur son nid, assis comme ça, avec son œuf, et il y a des choses sur lesquelles ils sont intransigeants, c'est-à-dire leur territoire. Donc ça fait des super belles formes géométriques parce qu'ils sont à distance de coups de bec respectifs. Ils sont intransigeants sur leur territoire, c'est leur zone sur laquelle ils vont élever leur unique poussin cette année. Par contre, le but du jeu, c'est pas de savoir qui c'est qui va être le plus fort, c'est de savoir comment on fait pour s'en sortir tous ensemble. Parce qu'ils sont pas sociaux, mais ils sont grégaires. Ils ont besoin d'être ensemble pour réussir. Mais ils dépendent pas directement les uns des autres. Et donc, je me suis replongée récemment dans une théorie dont tu m'avais parlé, Evelyne, la sociodynamique, qui a été inventée dans les années 80, je crois, par un gars qui regardait les relations entre les êtres vivants, enfin les humains surtout, et il se disait, il y a souvent des gens qui sont pour un projet et des gens qui sont contre un projet, et en fait il y a tout un spectre de positions de gens entre ça. Et on a très souvent tendance à passer 2/3 de notre temps et de notre énergie à convaincre les gens qui sont contre, plutôt que de motiver les gens qui sont pour. Et dans les gens qui sont pour, on a des gens qui sont militants pour notre projet et qui n'ont peut-être pas suffisamment de hauteur pour être critiques par rapport à ce projet. Et on a des gens qui sont
alliés, c'est-à-dire qui sont suffisamment critiques, qui peuvent vraiment apporter des choses intéressantes. Et c'est sur eux qu'il faut bosser toute la stratégie, en fait, pour développer un projet. Parce que eux, ils vont convaincre tous les hésitants qui sont au centre. Ils vont pouvoir se parler aux opposants à ta place, parce que quand tu es le fondateur d'un projet, c'est souvent toi qui es très exposé et tu es moins convaincant que quelqu'un qui parle pour toi. Et donc, la stratégie des alliés qui en dérive de tous ces points-là, elle est extrêmement puissante aussi pour faire changer les paradigmes de est-ce que je suis contre un projet, pour un projet, comment je fais. Et ça, moi, ça m'inspire beaucoup de voir les 3,8 milliards d'années que la nature a utilisé pour développer tout plein de fonctionnements qu'on connaît et qui sont zéro déchet, à énergie uniquement du soleil, et donc autant nous en inspirer, quoi. Merci. On va refermer ce chapitre et on va passer à ton petit jeu, Jeanne, avec les mots avant d'entamer la suite sur les récits et comment on invente de nouveaux récits. Il me faut le paperboard là. Il est là. Alors je vous laisse ça parce que j'ai pas... Il est là, si tu veux. Tu as besoin d'un micro ou pas? C'est bon? Eh ben, je t'en prie, je te laisse la parole. C'est mieux avec le micro. Pardon. Alors, moi, je vous propose un petit jeu low-tech, du coup. Comment on va faire? Je vais vous proposer de réfléchir à un mot que vous ne supportez plus, dans votre tête déjà. Quel est le mot que, en ce moment, vous ne supportez plus? Voilà, celui-là, je ne peux plus le voir en peinture parce que... voilà. Donc, vous le cherchez. Et je vais en prendre quelques-uns. Peut-être 5, 6, on va pas... Je ne sais plus combien de temps j'ai. 5-6 minutes. Ok, alors je vais en prendre 5, 6. Est-ce que ceux qui aimeraient partager leurs mots voudraient lever la main ou pour que je les vois ou... Dommage. Alors après, il faut que je les écrive. Attends. Ouais. Merci, Emmanuel. C'est participatif. Alors, on a dommage. une coopération ici. What else? Un mot que vous ne supportez plus. Hypocrisie? Ça? Hypocrisie. Ok, pardon. Alors, dommage. Hypocrisie. Un autre. Lâcher prise. Lâcher prise. Encore. Le déni. Ok. 2 derniers. Normal. Il faut. Du coup. Normal, a dit Déborah. Voilà. Allez, j'en prends encore un. En même temps. L'écoterrorisme. Et après, ce qui m'intéresse, c'est de regarder pourquoi vous les supportez plus, ces mots-là. Alors, est-ce que c'est parce que c'est des locutions de langage? Merci beaucoup, Emmanuel. Est-ce que c'est parce que c'est des locutions de langage que vous entendez trop fréquemment, comme c'est peut-être le cas pour en même temps ou il faut, peut-être? Peut-être que c'est une paresse et voilà. Par exemple, celui qui a dit déni. Pourquoi est-ce que vous ne supportez plus déni? Ils restent enfermés dans leurs pensées. C'est ça? Ouais, ok. Donc là, c'est vraiment le sujet derrière. Rester enfermé dans sa pensée. Normal. Parce qu'on dit c'est normal, alors que des fois la norme, elle n'est pas au bon endroit. Ok. Dommage. C'est dommage, l'expression. Ah, c'est dommage. Et qu'est-ce qui te dérange? C'est l'oreille, quoi. Voilà, ok. C'est dommage, ok.
Donc l'idée c'est de jouer. Moi ce que je fais normalement, mais là on a un peu pas beaucoup de temps. Et l'idée c'est d'aller creuser pourquoi les mots qui nous dérangent. Quelle maladie est-ce qu'ils ont attrapé? Est-ce que c'est la maladie du on les dit tout le temps et c'est une paresse et du coup en fait on sait même plus ce qu'il y a derrière, c'est juste un remplissage de vide? Est-ce que c'est le thème derrière qui nous dérange en fait? C'est le fait que voilà, il y a du déni, le fait que voilà, il y a de l'hypocrisie et ça me dérange. Est-ce que c'est, comme peut-être c'est le cas avec la personne qui disait écoterrorisme, que c'est un mot qui a été inventé pour crucifier une partie de la population, la polariser, l'écrabouiller et faire peur à tous les autres, par exemple? Donc voilà, et en fait, la raison derrière pourquoi ce mot me dérange, je trouve en dit beaucoup sur la nécessité de prendre soin du langage et d'avoir des mots qui reflètent nos réalités. Typiquement, si je prends ce dernier mot, écoterrorisme, on peut se dire qu'il a été créé par des personnes qui souhaitent mettre de côté certaines actions de préservation de l'environnement ou certains acteurs d'actions de préservation de l'environnement. Et si on se dit ça, on pourrait dire qu'est-ce que je crée d'autre comme mot si moi je veux pas que ce soit ça qu'on dise. Donc dans un des ateliers que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, il y en a qui ont créé le mot des sauveteurs. Et sauveteur, on est dans le même son qu'un sauveteur. Le pompier, l'infirmier, quelqu'un qui va réaliser un acte qui est apprécié à peu près par toute la population. Et en même temps, il sauve la terre. Donc si on disait que ceux qui sont accrochés aux arbres, qui étaient d'ailleurs accrochés aux arbres au bord de la 69, ce n'est pas des écoterroristes, mais des sauveteurs, si on entendait ça à la radio, on aurait peut-être une autre vision au niveau sociétal, individuel certes, mais ça donnerait peut-être une autre ambiance au niveau sociétal. Et ce n'est pas un mot qui sépare, mais c'est plutôt un mot qui rassemble. Donc voilà, c'était le point de départ. Je voulais juste vous donner un petit jeu de réflexion là-dessus dans un temps extra limité. Merci d'avoir beaucoup. joué. Merci Jeanne. On va ouvrir ce chapitre 2, reprendre la main sur cette transition écologique et sociale. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Donc on va focus sur les récits, sur vos récits personnels et sur la bataille des imaginaires, comment on incarne ces récits, comment on change les imaginaires. On va revenir sur toi, Jeanne, puisque tu viens d'animer ce jeu. Donc toi, ton récit, il est basé sur le nouveau langage, en tout cas ce que tu fais, sur des nouveaux mots pour nommer en fait, comme tu l'as expliqué, des situations de la vie réelle sur la transition écologique et sociale. On peut en citer quelques-uns. J'avais noté l'humilité, privilège, sauveterre, permadoute, inode, s'occidenter, s'organiquer. Moi, j'aime beaucoup s'organiquer. Alors, j'avais dit lâcher prise parce qu'en fait, pour moi, s'organiquer est un mot qui reflète être organique. Et en fait, être organique, pour moi, c'est beaucoup plus parlant. Soyons organiques, soyons fluides, que lâchons prise. En fait, non, si j'ai prise sur un truc, c'est qu'il y a un problème, quoi. Donc, du coup, ça me parle beaucoup plus. Et c'est vrai que je l'avais vu dans le livre de Jeanne il y a quelques temps, et je m'étais dit, ah, mais c'est dingue, c'est ça, quoi. Donc, c'est vraiment, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est le ressenti profond où je me suis dit, mais oui, c'est ce que j'ai vécu. Donc, toi, Jeanne, ma question, c'est donc les récits s'écrivent avec des mots. Quel est leur pouvoir, selon toi, dans cette transition ? Juste la conversation qu'on vient d'avoir sur écoterrorisme, je trouve qu'elle illustre déjà ça, en fait. De quel champ lexical vient le mot que je vais utiliser. Et le souhait de un des souhaits ou des intentions de la performance que je mène avec ces 3 autres artistes, dont je vais citer les noms quand même, c'est Alicia Escott, Heidi Quante et Ticia Natton. L'objet, c'est vraiment de faire émerger d'autres mots qui viennent rendre belles aussi ces histoires-là. Typiquement, boomer, on a un mot qui s'appelle boomer, avec mère comme la maman. Et voilà, un boomer, peut-être vous avez déjà entendu ce mot, c'est une personne qui est née à une certaine époque et à laquelle aujourd'hui on associe des comportements qui ne sont pas forcément pro-environnementaux.
Et l'idée, c'était de se dire, donc ça partait d'une histoire d'une personne qui disait, moi, ma mère, même si elle n'est pas d'accord avec le fait que je vive dans une yourte et que mes enfants n'aillent pas à l'école, elle vient quand même me donner 50 € et m'apporter des chaussures neuves de temps en temps. Et donc ça, c'est une boomer, parce qu'elle soutient les choix de ses enfants, même si elle ne comprend pas exactement leur engagement. Voilà. Donc c'est à la fois une blague, mais à la fois, c'est aussi de dire, est-ce qu'on peut peupler nos récits avec des mots qui reflètent à la fois des réalités vécues et qui ont qui viennent d'un endroit un peu plus de beauté, et dont en fait c'est vraiment la question de l'intention du mot en fait à sa création, parce que pour moi l'intention à la création d'éco-terroristes, c'est celle-là qu'il est intéressant de questionner. Et l'intention à la création de mots qui reflètent les réalités vécues par des gens, c'est une intention de compassion, de construction de liens, d'écouter les histoires des autres. Donc moi, c'est à cet endroit-là que je m'intéresse aux nouveaux récits, et notamment aussi à des mots qui peuvent alimenter les luttes, puisque nouveaux récits, moi, juste si on me montre un film avec un monde tout beau, avec du vert et des hommes bleus qui sauvent l'eau, etc., je ne sais pas si ça va me toucher beaucoup, mais par contre... Je ne sais pas, peut-être. Je ne sais pas si ça va me toucher beaucoup, mais par contre, si je connais l'histoire de mon voisin et qu'on me raconte un nouveau mot sur l'histoire de mon voisin, et que ce mot peut servir à quelqu'un d'autre pour exposer un projet qu'il fait qui est intéressant et beau, à ce moment-là, je me sentirais plus concernée. Donc pour moi, dans les nouveaux récits, il y a une question de l'incarnation, de à quoi on dédie ces nouveaux récits, et quelle est l'intention à la création de ces nouveaux récits. Je m'arrête. 1, 2, 1, 2. Emmanuel, alors toi, ton récit, il est complexe. Il s'agit quand même de l'économie. Et c'est aussi un récit qu'on peut se réapproprier. Donc toi, tu parles de perma-économie. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Est-ce qu'on peut finalement protéger la nature par notre activité économique ? C'est tellement éloigné de la réalité que ça ne me parle presque pas. Donc je veux bien que tu nous donnes des précisions. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas répondre directement à la question. Mais effectivement, l'économie, c'est un récit. Quand on parle d'un modèle économique, il y a 3 composantes. Il y a un modèle de valeur, il faut créer de la valeur. Il y a un modèle d'affaires, il faut qu'il y ait un échange, un transfert monétaire, une contrepartie qui est apportée. Mais à un moment donné, pour que l'échange soit possible, il faut qu'on se mette d'accord sur la valeur des 2 parties. Et le fait de reconnaître une valeur à 2, ou à plus si on parle d'un marché, une collectivité, etc., c'est déjà un récit, c'est quelque chose qu'on projette sur la valeur, et ça c'est contextuel, ça évolue dans le temps, dans l'espace, avec l'histoire, avec les cultures. Clairement, si vous êtes sur une île déserte, la montre suisse de luxe ou le panier alimentaire, vous verrez que l'échelle de valeur, elle va vite changer quand même. Et puis un deuxième exemple que je vous prends, c'est si je vous sors un billet de monnaie de ma poche, il y a écrit 5 € sur le billet, je vous demande combien ça vaut, vous me direz 5 €, ok, vous êtes tous d'accord. Ça vaut 5 € parce que c'est une convention sociale, on s'est mis d'accord. Mais ça ne vaut pas le prix du bout de papier sur lequel c'est imprimé. Et donc, dans l'histoire, les moments où une population a perdu confiance dans la monnaie de son pays, qui est une des institutions du pays, ça c'est toujours très mal fini aussi, par des crises extrêmement violentes. Donc l'économie est un récit. Et ce récit, on le voit, il change, il a déjà changé plusieurs fois. Et ce qu'est en train de proposer, ce que sont en train de proposer quelques économistes, dont notamment Kate Raworth avec l'économie du donut, c'est de montrer qu'effectivement, le récit économique, il a déjà évolué, il va encore évoluer, et il est essentiel, indispensable, de reconsidérer l'échelle de valeur, de mesurer d'autres choses, et notamment un des points qu'on essaye de montrer dans la fresque de l'économie régénératrice, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne mesure pas en économie parce que l'économie, c'est une discipline qui a un champ limité. C'est comme un spectrographe qui verrait certaines longueurs d'onde et pas d'autres. Et tout ce qui relève de l'empathie, de l'amour, de toutes les activités gratuites et qui sont essentielles au vivre ensemble, ça n'est pas dans le champ économique et il faut juste l'acter, le reconnaître et se dire, ça, ok, ça n'a pas de valeur économique, mais ça a une valeur essentielle. Ça fait partie de cet essentiel qu'il faut préserver dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ? Benjamin, du côté de l'aventure et du voyage, comment on fait pour voyager autrement ? Ouais, en fait, moi j'ai grandi typiquement dans un récit, donc moi je suis un jeune, je suis un jeune, de moins en moins, mais j'ai grandi dans le récit d'un point de vue de l'occidental privilégié que le monde était un village et qu'en un clic et en un billet d'avion, je pouvais aller absolument partout, que toute la planète était mon terrain de jeu.
Et en fait, moi, j'ai été nourri par ce récit, qui est une dérivée du rêve américain, de tout ça, qui a façonné nos imaginaires et façonne encore énormément nos imaginaires, à grands coups de pub, de séries, voilà, de culture, etc. Et donc, moi, j'ai été dans ce récit à fond. J'avais envie de visiter tous les pays du monde. C'était ça mon objectif. C'était ça qui était cool à mes yeux. C'était ça qui était la classe. Donc, j'ai commencé à le faire. Et au bout d'un moment, j'ai pris une claque avec mes déclics écologiques sur la pollution plastique, sur le changement climatique, etc. Et j'ai compris que ce récit-là, il était complètement incompatible avec la survie de l'humanité sur cette planète et qu'il fallait le changer. Il fallait réencastrer un peu nos imaginaires, notamment du voyage, plus en lien avec le vivant et la nature. Et voilà, en fait, j'ai essayé de faire un changement de récit à mon échelle. Et pour ça, j'ai redéfini, comme je dis, un peu mon code civil du voyage. Et j'ai réenchanté en fait une autre façon de voyager. Moi, avant, mes rêves, c'était d'aller à Bali, Tulum ou New York. Et j'avais jamais pensé au Jura, à la Creuse ou les Ardennes. Et en fait, c'est fou parce que c'est à côté de chez moi, c'est incroyable de diversité et de beauté. Et je connaissais pas du tout et j'avais aucune envie d'y aller. Enfin, même pas que j'avais aucune envie d'y aller, c'était pas du tout dans mes perspectives. Personne me parlait de ça et c'était pas cool en tout cas d'en parler. Et voilà, et avec cette crise Covid, moi j'ai plongé en plein milieu de ce nouveau récit où je suis allé découvrir ces territoires et je me suis rendu compte que le Jura, c'est aussi beau que le Canada, qu'ils ont un accent aussi chelou que là-bas, qu'en fait on peut vivre des émotions incroyables. J'ai dormi dans un igloo, j'ai fait du chien de traîneau dans cette région, dans des forêts qui me rappelaient la Sibérie, alors que j'avais jamais foutu les pieds en Sibérie, mais mon imaginaire me disait que c'était la Sibérie, alors que c'est le Jura et c'est à 3 heures de train de chez moi. Et donc voilà, j'essaie de raconter ça en fait, j'essaie de montrer qu'on a une diversité, une beauté et qu'en fait on n'a pas besoin d'aller loin pour se dépayser, s'émerveiller, que c'est pas les kilomètres qui font l'évasion. Et la joie du voyage, ça peut être aussi l'altitude. Moi, je découvre la passion de monter en altitude et les changements et l'émerveillement que je gagne sont au moins aussi forts que quand je prends de la distance. Voilà, j'essaie de montrer un peu qu'il y a d'autres façons que par le kilomètre de s'émerveiller, de kiffer. Et aujourd'hui, j'explore les Pyrénées, les Alpes. Je suis descendu le canal du Midi en paddle. C'était incroyable. Bon, c'était complètement bête parce qu'il y avait 63 écluses et j'avais pas le droit de le faire. Mais on s'en fout. J'avais jamais pensé à ça. Il y avait que moi qui faisais du paddle sur le canal du Midi. Et en fait, c'est des aventures de ouf en termes d'émotion. Moi, j'ai traversé l'Afghanistan il y a 10 ans en autostop. J'ai rencontré les talibans. Tout ça, c'était des trucs complètement fous. Mais là, je suis allé traverser les Pyrénées à pied il y a 2 ans. Et en termes d'émotion, je me suis mis une énorme claque, au moins aussi importante. J'ai chialé en voyant la Méditerranée à la fin de mon trip. Ça m'a apporté autant, en fait. Ça m'a apporté autant de joie, de bonheur, d'émerveillement. Les bénéfices, ils étaient au moins aussi beaux. Et en plus, presque plus, parce qu'il y avait du sens. Il y avait de la beauté qui transcendait juste mon plaisir égoïste parce que je trouvais que j'étais plus aligné avec des valeurs. Donc voilà, c'est ça que j'essaie de raconter, de montrer tout ce qu'on a à gagner, à changer nos imaginaires, autant pour notre plaisir, mais aussi pour le respect de l'environnement et des générations futures, quoi. Voilà. Merci Benjamin. Déborah, on va axer plutôt ton intervention sur le récit des entreprises, si tu es d'accord. De plus en plus donc, d'entreprises veulent agir pour la protection de l'environnement. Elles ne savent pas comment. Qu'est-ce que tu conseilles, toi? Comment on fait pour rediriger ces entreprises vers des pratiques respectueuses de l'humain, de l'environnement? Tu parlais du leadership, si... Quand j'étais dans la recherche, j'ai mis 4 ans pour publier un article, un bijou, qui montrait statistiquement que les albatros y meurent à cause de la pêche industrielle et du changement climatique combiné. On le savait déjà en fait. Okay. Donc je me suis dit, c'est passé par ça a fait bouger des albatros sur la liste rouge des espèces, ça a donné des financements à des organismes de conservation qui se heurtent au lobby de la pêche industrielle en pleine mer. Parce que dans les zones économiques exclusives des pays, ça marche. C'est à peu près, on a des mesures de conservation qui fonctionnent, mais en pleine mer, c'est le why. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne? Parce que les pêcheurs qui sont sur ces bateaux en pleine mer, qui sont dans des conditions sociales déplorables, ils font des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, qui sont absurdes, comme ce que disait Xavier tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui manque? Eh bien, pour moi, mon analyse, ça a été le leadership. Pourquoi les chefs de ces entreprises-là, qui ne sont pas à bord,
n'ont pas le leadership pour comprendre qu'ils font du mal au social et à l'environnement. Et je me suis dit, du coup, je veux aller, et ça répond aussi à la question que tu m'as pas posée, mais que moi je sais qu'il y avait. Du coup, pour moi, il faut aller là où les entreprises, elles sont le plus sales, en fait. Et c'est le credo que je veux prendre aujourd'hui en tant qu'écologiste. Je veux aller parler aux gens qui ont l'empreinte la plus importante et qui savent qu'ils ont envie de bouger ou qu'ils n'ont pas le choix de bouger parce que sinon, sélection naturelle de leur entreprise, elle finira par disparaître à un moment donné, même s'ils sont surpuissants aujourd'hui. Et donc, je me suis cassé la tête pour développer une façon de parler à ces personnes et une méthode qui répond à leurs besoins. Donc j'arrive direct, comme je te disais tout à l'heure, en leur disant « Je ne suis pas là ni pour vous dire ce que vous devez faire, ni pour vous culpabiliser. » Okay, donc déjà, ni pour vous casser le moral avec des faits scientifiques chiants. Moi, je suis là pour vous dire que, on navigue dans une tonne de paradoxes, et c'est OK. 2, on a besoin d'utiliser les émotions pour se sortir de cette situation, mais aussi le côté rationnel en ayant une vision globale des choses, et pas que une vision climat. Moi, ça m'obsède, cette histoire. Limite climat, j'ai envie de l'écrire là-bas. 3, on a impérativement besoin, et c'est un des nouveaux récits que je voulais partager avec vous, de savoir son propre récit. Quel est le récit de sa vie, de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et là, quand tu parles de ta passion, waouh, tu nous as fait voyager. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'avais des frissons. Donc, quel est notre propre récit, d'où je viens, qu'est-ce que j'incarne, comment j'aligne ce que je fais avec ce que je veux, ce que je pense être juste. Et à la fin, comment j'étends mon envergure comme un albatros. Comment j'étends mon envergure pour avoir de l'influence, pour communiquer avec des mots qui ont du sens, pour accepter ma vulnérabilité, pour accepter le chemin que j'ai à parcourir et pour donner envie aux autres d'embarquer avec moi. Et donc toute cette méthode, je l'ai appelée leader d'envergure parce que je trouvais que c'était cool. Et je la présente aux entreprises aujourd'hui. Et en 2 ans, je trouve qu'ils m'écoutent plus. Je trouve que le côté chef d'entreprise de la boomer, le côté ouais, elle est mignonne, elle. Et maintenant c'est ah ouais, d'accord. Et ça fait du bien de voir ça. Merci. Emmanuel, je vais te poser la même question pour les entreprises parce que tu travailles pas mal sur l'entreprise. Comment on les redirige, ces entreprises? Je vais être très complémentaire de Déborah. Une entreprise, c'est effectivement, il a dit, c'est des personnes, et il faut parler avec ces personnes-là. Et puis, il faut quand même rentrer dans la logique de ce qu'on appelle, à tort, à mon avis, une personne morale, parce que ça n'est ni une personne ni morale. Donc, c'est du mésusage des mots, en l'occurrence. Mais une entreprise, c'est un dispositif contractuel, c'est quelque chose de neutre, finalement, qui a sa propre logique. Et donc, il faut arriver à cranter des choses aussi avec cette logique-là. Un des points que j'essaye de faire émerger, c'est de dire on a besoin de mettre en place des stratégies de coopération. Parce qu'on a de l'incertitude à affronter, parce qu'on a des actions à enclencher, et parce que typiquement sur des sujets comme la biodiversité par exemple, ça n'est qu'en coopérant avec d'autres, parce que d'autres savent, d'autres sont sur le terrain, d'autres agissent déjà et ont des compétences que nous n'avons pas, et donc on va pouvoir ensemble coopérer et faire des choses complémentaires. Pourquoi c'est important? Parce que pareil, dans mon expérience de Bill Murray, là, qui se réveille tous les matins, pendant longtemps, j'ai formé des dirigeants. Et puis, il y avait des gars qui faisaient des trucs super, des directeurs de site chez EDF et ailleurs, etc. Et puis, ces gens-là, ils ont un plan de carrière et puis un jour, ils partent ailleurs. Et quand ils partent, le projet, le truc qu'on avait mis en place avec eux, ils s'arrêtent quand ils s'en vont. Si on met en place ces dispositifs de coopération avec des tiers, ça veut dire que derrière, il y a des mécanismes contractuels qui se mettent en place. Et ça va survivre aux personnes qui vont s'en aller. Le remplaçant, la remplaçante qui va arriver, va hériter de ces dispositifs contractuels et ce sera sa nouvelle responsabilité que de les mettre en place. Un des meilleurs exemples qui marche dans le monde, c'est ce qu'on appelle la symbiose industrielle de Kalundborg, où on a une trentaine d'entreprises qui ont des activités très différentes, qui s'échangent des flux de matière, de chaleur, d'énergie, etc. Ce truc-là, ça tient aujourd'hui depuis des décennies et des décennies, uniquement parce qu'il y a des faisceaux d'interdépendance qui se sont tissés et qu'on est dans un système tellement interdépendant que si un bouge sans les autres, ça marche pas. Il faut que tous bougent ensemble. Et donc cette coopération, maintenant, elle est ancrée presque dans la vie quotidienne d'entreprise. Ça fait partie du nouveau normal qu'on a déplacé.
Merci beaucoup. Écoutez, cette table ronde touche à sa fin. Ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble, donc on peut applaudir nos 4 intervenants. Benjamin Domoliens, Déborah Pardo, Jeanne Hénin et Emmanuel Delannoy. Pardon. Merci. Il fallait que je bug sur le dernier.